merci tout le monde d'être venu en si grand nombre. Vous savez, lorsqu'on prépare une conférence, on se demande toujours est-ce que ça va être un sujet qui peut intéresser. Alors ce soir, évidemment, on parle de deux compagnies, une famille, mais qui ont fondé deux compagnies, qui ont eu énormément d'influence, parfois très néfastes, pour la génération de nos grands-parents et de nos parents. Évidemment, les jeunes d'aujourd'hui qui leur parlent des Lauguet, c'est pas quelque chose qui les touche vraiment, ils ne connaissent pas tellement ça. Alors, les Lauguet. En 1885, on pouvait lire dans le journal The World. Vous savez, dans le Miramichi, il y avait plusieurs journaux, The Advocate, The World et tout ça. En 1885, on pouvait lire dans le journal The World de la Miramichi que les Lauguet seraient bientôt les Rothschild, OK, de la Miramichi. C'est un énoncé fort, pour la simple raison que les Rothschild, et là, j'ai été obligé de faire un petit détour avant d'aborder le sujet des Lauguet, parce qu'il y a des gens qui me disaient, c'est quoi ça, les Rothschild? Bref, OK? Les Rothschild, c'est une très grande famille, OK? Qui remonte au 16e siècle, OK? En Allemagne, OK? Plus précisément dans la région de Francfort. Et ils sont des Juifs Ashkénazes, OK? Les Ashkénazes, c'est les Juifs de l'Europe, surtout de l'Europe de l'Est, mais l'Allemagne, l'Ukraine, la Pologne et tout ça, qui ont un langage à eux qu'on appelle le Yiddish. Okay? Vous avez trois grands rameaux chez les Juifs. Vous avez évidemment les Ashkénazes, les Séfarades et les Mizraïm. Les Mizraïm, ce sont ce qu'on appelle des Juifs noirs, c'était des Juifs des pays arabes. Mais les Ashkénazes, c'est vraiment les Juifs d'Europe qui vont évidemment prendre, si vous voulez, un contrôle assez important, pour ne pas dire très important, en Europe et dans toutes les grandes capitales européennes. Okay? Ils sont des banquiers, ce sont des financiers, ce sont des commerçants, ce sont aussi, ils appartiennent à des grands vignobles. Et pour vous donner une idée des Rothschild, OK, vous avez ici le château de Henri de Rothschild à Boulogne, en France. Hein? C'est intéressant, ce château-là, parce que lorsque les Allemands envahissent l'Allemagne en 1940, ils réquisitionnaient, comme toutes les propriétés des Rothschild, la plupart des familles vont s'enfuir soit aux États-Unis, parce qu'ils ont énormément d'argent, ou en Suisse. Alors, ce château-là, il va être à l'abandon en 1959. La famille le laisse aller. Il va être acheté en 2016, il est en voie de restauration. L'autre château qu'ils ont, OK, le château de la Muette, qui est près de Paris, OK, qui est de James de Rothschild, OK, qui est aujourd'hui le siège de l'OCDE. Or, ça vous donne une idée, donc, quelle sorte de demeure qui demeure toujours, et ils ont des châteaux un peu partout. Alors, on parle des Lauguet. Les Lauguet, c'est une famille écossaise, presbytérienne, du Morayshire. Le Morayshire, si je m'avance ici, OK, c'est là. Okay? C'est une région qui est très, très populaire, si vous voulez, qui a une grande réputation en Écosse parce que le Morayshire est traversé par la rivière Spey, S-P-E-Y, rivière renommée pour son saumon. OK? Alors, c'est près de la ville de Elgin, okay, qui est là, et ils sont nés à Bad, B-A-W-D-S. Et là, je vous raconte une histoire assez intéressante. En 1975, j'ai passé 6 semaines en Écosse. J'avais 23 ans, je ne connaissais pas grand-chose, et je faisais un peu de recherche sur les Black Hawks, qui venaient d'Aberdeen, un peu plus au sud. Et après avoir fait des recherches à Édimbourg dans les archives,
je retrouve le premier Black Hawk qui était venu au Canada. Il est arrivé en 1812 à Halifax. Et ça disait qu'il était de Pictellum, dans l'Aberdeenshire. Shire veut dire comté, OK? C'est une autre manière de dire comté. Alors, je vais dans la région d'Aberdeen, puis je cherche pour Pictellum. Puis je cherche, puis je ne trouve pas. Une journée, dans un pub, je dis à un monsieur, j'étais dans un petit village qui s'appelait Kemnay, je savais que c'était à l'entour de là. Le gars me dit, you should go to the rectory. Tu devrais aller au presbytère. C'est des protestants, hein, Ça fait samedi matin, 11 h, cogne à la porte du presbytère. Il y a 8 enfants qui courent là-dedans. La femme, il y en a un dans les bras, il y en a un autre dans un berceau. Bref, j'ai dit, am I at the rectory? Il me regarde, puis moi, j'étais comme étonné. Il dit, yes. Il dit, you must be a Catholic. Okay? You must be a Catholic, parce que c'est des prêtres, on n'avait pas vu ça. Alors, j'ai dit ça, puis je cherchais. Ah, il dit, at one time, the farms had names. Il y avait un temps que les fermes avaient un nom. Et Pictellum est une ferme qui n'était pas tellement loin de là, d'ailleurs, puis on a été voir ça, moi puis lui. En bas, c'est la même chose, OK? C'est le nom d'une ferme, vous ne le trouverez jamais si vous allez en Écosse. Alors, le premier Logie, le seul Logie, si vous voulez, qui émigre à cette époque-là, c'est Robert Logie, OK? En 1784, lui et sa femme et 4 enfants, OK, arrivent à Black Brook, qui va devenir en 1895 Logieville, OK, au sud-est de la Miramichi, près de Chatham. OK. Alors, vous voyez ici leur écusson. En Écosse, tu peux avoir Logie 2G ou Logie 1G. Moi, j'ai trouvé celui-là avec leur devise, si vous voulez, Tam Marte Quam Arte. OK? Je vous laisse là-dessus. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, ça me fait plaisir. Ben, je vous répondrai à la fin, OK? Si personne ne sait. Alors, voici la maison, OK, qui était bas, OK, qui était leur maison à l'origine lorsqu'ils ont quitté l'Écosse. Alors, ces 2 compagnies, 2 énormes compagnies. On parle ici de compagnies excessivement diversifiés. Ils sont dans à peu près tout. Vous avez la W.S. Logie, qui veut dire William Stewart Logie, qui est le fondateur. Et l'autre, c'est A&R Logie, que les vieux appelaient A&R Logie, hein, qui était Andrew and Robert Logie, mais ils avaient aussi un frère, on verra plus tard. Alors, la compagnie, et ce sont des cousins. Ils remontent tous, OK, de Robert Logie. Alors, la première compagnie, c'est la W.S. Logie, et je tiens à vous marquer, OK? Ils font du commerce en gros, ils sont dans le bois et dans la pulpe, ils empaquent à peu près tout ce que tu peux empaqueter sur la terre, ils sont aussi, OK, dans le poisson frais, dans le poisson gelé, OK, ils sont dans le bleuet, ils sont dans les huîtres, ils sont dans les coques, nommez ce que vous voulez, ils sont dedans. Okay? C'est une énorme compagnie. Alors, l'autre compagnie qu'on va voir tout à l'heure, c'est A&R Logie avec son brand name qui est Eagle. Okay? C'était toujours Eagle Brand. Et la même chose, vous voyez tous les domaines dans lesquels ils sont dedans. Alors, le premier Logie, okay, W.S. Logie. Il est né à Burnchurch, parce que lorsque Robert arrive à Black Brook, vous avez un petit commerce qui s'appelait les Henderson à Burnchurch, et un de ses fils, OK, à Robert Logie, va déménager là, et ça, c'est le fils du fils, si vous voulez. Alors, il est né à Burnchurch en 1850, où son père a déménagé, William Stewart Logie,
n'a que 14 ans lorsqu'il devient commis au magasin McDougall Snowball à Chatham. Alors, pour les gens de Tracadie, vous savez, lorsqu'on rentre à Tracadie, il y a un pont qu'on appelle le pont Snowball. Les Snowballs avaient un moulin à Tracadie. Et les fils de George Logie et de Anne Morrison. En 1874, il part son propre commerce. Okay? Il a 23 ans. Okay? Il part son propre commerce avec un inventaire de 5 800 $. On marchandise dans un petit magasin général. Okay? À Blackbrook, qui va devenir, comme je vous le dis, en 1895, Logieville. Après un an d'opération, son chiffre d'affaires est de 28 000 $, pour des ventes de 16 000 $ comptant et 12 000 de crédit. Et c'est là la game, OK? Vous allez comprendre des choses, OK? Le crédit, c'est toujours ça, que ce soit les Robin, les Frowing ou les Logie ou les Young ou quoi que ce soit, le crédit est qu'est-ce qui va les rendre fort puissants. En 1894, ils fondent une compagnie qui va être la W.S. Logie Company, okay, qu'on a connue. Cette nouvelle compagnie sera très diversifiée, moulin à bois, scierie, usine de mise en conserve, magasins généraux, entrepôts frigorifiques, et j'en passe. Il devient un entrepreneur très important dans la Miramichi, dans la péninsule acadienne. Ils vont aussi avoir des exploitations ailleurs, mais moins important que A&R Logie. Cependant, pendant que son commerce prend de l'expansion et que ses fils James Kerr et Lee sont présents dans les opérations de la compagnie, leur père va entamer une carrière politique. C'est un grand politicien. Alors, marié à Elizabeth Kerr de Nappen, okay, Nappen, pas loin de Chatham. Et ça, c'est très intéressant. Lorsque Nick de Sainte-Croix, non, je me reprends. Lorsque les Fouines font banqueroute à Caraquette, les Fouines dans l'ensemble, en 1917, sont achetés par Robin Jones, comme les Robins avaient été achetés par Robin Jones et Whitman. OK? Le gérant était Nick de Sainte-Croix. Et Nick de Sainte-Croix était marié avec une Kurt Polkshaw. Et qui va engager Nick de Sainte-Croix qui a perdu sa job? W.S. Logie de Boca-Raquette. OK? Ça se tient, ce monde-là. OK? Alors, W.S. Logie va être le père de 12 enfants. Les patrons de commerce en pleine expansion. Il devient le maire de Chatham en 1903, parce qu'en 1903, on va incorporer une ville qui s'appelle Chatham. Aujourd'hui, c'est toute Miramichi, mais la ville de Chatham date de 1903, et il devient le premier maire de Chatham. OK? Et pendant cette année qu'il devient maire, il est aussi élu à la législature du Nouveau-Brunswick, comme député. En 1904, l'année d'après, il quitte la législature pour se présenter sous la bannière libérale du premier ministre Wilfrid Laurier. Réélu en 1908, en 1911 et lors de l'élection de 1917 pour former un gouvernement d'union, il quitte Laurier. Et ça, hein, c'était toute une histoire. C'est un libéral qui gagnait ses élections, mais lorsque le premier ministre Borden, hein, en 1917, dit à la Chambre des communes, il faut arrêter d'avoir de l'opposition, on est en pleine guerre, il faut faire un gouvernement d'union. Or, Laurier et les députés francophones du Québec, surtout, ne vont pas joindre le gouvernement d'union, mais son député de Chatham va le quitter. Et lui va joindre le gouvernement d'union. Ça avait fait un peu de bisbille à l'époque. En 1921, il quitte la politique. Très populaire chez les francophones, une personne de Nigroac avait dit lors de la campagne électorale de 1904, OK? S'il est élu, ils vont le nommer pape.
Et W.S. Logan avait dit, je ne pense pas qu'ils veulent d'un pape protestant. Parce qu'il était presbytérien. OK? Homme d'une grande probité. OK? Dans les journaux, on le cite souvent, des choses-là. Il a toujours refusé de payer le 10 cents pour un vote ou d'offrir de la boisson. The World de 1904. OK? C'est vous votez pour moi, mais moi, je n'ai rien pour vous autres. Il sera également président de la Société de tempérance. Évidemment, on comprend pourquoi il ne donnait pas de boisson. Dans la Miramichi, ainsi que membre actif du YMCA, hein, qui est le Young Men's Club. Là. Alors, là, voilà. Alors, vous avez les résultats. Hein. La première élection, en 1904, 56 % du vote. En 1911, 53. Bref, c'était un gars qui avait assez de facilité à se faire élire, étant évidemment à la tête d'un commerce très important. OK, voilà les deux premiers ministres sous lesquels W.S. Laurier a servi, Laurier et Borden. Alors ça, c'est intéressant. Au mois de février 1916, le Parlement du Canada brûle. Okay? Un grand incendie, comme vous savez, a été fermé pendant des années. Et la légende urbaine veut, parce que Laurier est en train de dire un discours, il a été le dernier à sortir du brasier. Et ça, évidemment, hein, dans la Miramichi, on disait que c'était un homme brave, etc., etc. Alors, pendant sa carrière, la compagnie W.S. Laurier avait, comme je vous le disais, des magasins, des conserveries, hein, on appelle ça aussi des canneries, des moulins à scie, des usines de fabrication de briques, il y en avait 3 d'ailleurs, des entrepôts frigorifiques, une flotte de 40 goélettes, présentes dans 45 localités, tant au Nouveau-Brunswick, à Tignish en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard et à Mulgrave en Nouvelle-Écosse, où il y avait un entrepôt frigorifique. En plus de ça, où ils n'étaient pas présents, ils avaient des acheteurs. Okay? C'est-à-dire des gars qui achetaient pour eux autres. Dans la péninsule acadienne, la compagnie est présente à Tracadie, à Shippagan, à Inkerman, à Cap-Bateau, Petite-Rivière-de-l'Île, Miscou, Boc-à-Raquette, Polkshaw et j'en passe. Pigeon Hill aussi. En 1937, écoutez ça, et c'est ça, je disais ça à un monsieur tout à l'heure, on a énormément de matériel sur les Laurier, mais les deux compagnies, pendant leur histoire, qui se termine dans les années 40, là, ça commence à être... Ils sont victimes de 21 feux, 21 incendies. Des moulins ont brûlé, des magasins ont brûlé, bref, des canneries brûlaient, et on a beaucoup perdu, si vous voulez. Or, en 1937, le chiffre d'affaires de la compagnie s'élève à au-delà d'1 million de dollars, qui veut dire 20 millions de nos jours. On est en pleine crise économique. Là. Okay? En plus d'avoir 800 employés. Très diversifiés, en plus de mettre en conserve de nombreuses espèces de poissons, ils opèrent le commerce du charbon à Dalhousie, l'élevage du poulet à Couchy-Bougouac, et c'est sans oublier le service vente automobile. Et j'ai trouvé une petite note. Laurier avait dit, il a dit, le business d'élevage du poulet à Couchy-Bougouac, là, c'est pas payant. On continue. Alors, grande variété de produits, OK? Eux autres, leur brand name ou leur marque de commerce, c'était Laurier, évidemment, mais c'était sur Crown, OK? Alors, vous avez ici du roast beef frais, vous avez du mouton, vous avez du porc, bref, ils encanaient, hein, qu'est-ce qu'on dit, mettre en boîte, mais à peu près tout. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez? Et là, vous avez hein, du homard, des bleuets, du homard frais et congelé. Et vous avez toute la panoplie. Bref, ils étaient diversifiés d'une façon extraordinaire. Prochaine. Alors, le maquereau. Il n'y a pas grand. Hein, ils mettaient même en boîte des pétanques. OK? On continue. Alors, c'est donc cet édifice-là
OK, que la WS Loguet. Début de l'entreprise en 1973, le bâtiment avait été bâti par Joseph Cunard, mais la business comme telle, qui incorpore des années 1880, va partir dans cet édifice-là. OK? Ça, c'est la photo des premiers employés. OK? Et regardez, hein, toute la boucle, chemise blanche, travailler chez les Loguet, là, c'était quelque chose à une certaine époque. On continue. Présence dans plusieurs localités et on continue. Alors, voici un entrepôt qu'ils avaient à Chatham qui a été bâti en 1907 parce qu'il y en a une qui avait brûlé en 1905. Vous voyez la grosseur de l'édifice. Un autre, OK, où on empaquetait des produits, toujours à Chatham, à Cap-Bateau. Et là, vous voyez, c'est quelque chose d'assez considérable qu'on parle de Cap-Bateau, là. Hein, c'est OK. Hardwick, OK, dans le chemin de Baie-Sainte-Anne, quand on va à Baie-Sainte-Anne. OK. Inkerman. Ah, là, c'est intéressant. Ça, c'est le moulin d'Inkerman. Vous savez, lorsqu'on s'en vient de Tracadie, on le voit mieux quand on s'en vient de Tracadie, il y a encore du sentier au bout du pont, là. Hein? Ça, c'est un moulin qui avait été bâti en 1883. Et les Loguet vont acheter ça. Ils vont acheter ce moulin-là dans les années 1890, mais il brûle en 1909. Et là, ils vont déménager leur moulin à Inkerman. Et ça, évidemment, vous avez le moulin qui est là. Et ici, c'était où était la chaudière, hein, ce qu'on appelle le boiler et tout ça. Et ils vont faire un commerce assez intéressant parce qu'ils font tout eux-mêmes. Hein, si on veut des boîtes pour expédier, des barils, etc., etc. C'est vraiment quelque chose d'un peu important. Et en 1926, c'est Jerry Monzerol qui me disait ça, qui vient d'Inkerman. Il me dit qu'en 1926, le moulin a fermé complètement parce qu'il n'y avait plus de bois. Ils avaient tout chassé, si vous voulez, le bassin de la rivière Porte-Mouche parce qu'on flottait le bois jusqu'au moulin Inkerman. Il faut comprendre. Et la dernière chose qu'ils vont faire à Inkerman, parce que chaque place où est la compagnie Loguet, que ce soit A&R Loguet ou WS Loguet, ils sont comme autonomes. Ils signent des contrats. Alors, ils vont signer un contrat de 20 000 cordes de bois, OK, qu'on appelle du pit props. C'est du bois de mine, fait avec du jack pine, du pin rouge, en 8, en 10 puis en 12 pieds, qu'on a beaucoup shippé de Caraquet. Alors, ce contrat-là va être signé par la compagnie, évidemment, et être expédié en Angleterre. Continue. Le magasin d'Inkerman, qui a été vendu en 1974 à Roger Megras, il est toujours là. OK. Petite rivière de l'île, hein, avec les hangars. Puis vous voyez les tuyaux, là, hein? Mais c'est ça, là, hein? C'est des canneries. On bouille. On bouille puis on en canne. OK. Pauvre chat. Hein? C'était les Loguet qui étaient là. On continue. Chipagan. Premier magasin de Chipagan qui va brûler. OK. En 1947. On continue. Nouveau magasin des Loguet est là. Il devient, comme vous le savez, entreprise Chipagan. Parce que, puis là, ça va devenir Eagle Fisheries parce que c'était A&R Loguet qui avait acheté. En tout cas, c'était un peu complexe. Je n'embarquerai pas là-dedans. OK? Tabouchintac, qui ont détruit, comme vous le savez, 2 ans passés. Le magasin a été détruit 2 ans passés. Tracadie, hein? Ça, c'est une des vieilles photos de Tracadie, le magasin de WS Loguet, et un peu plus, dans les années 60, vous voyez la camionnette qui est là, qui est encore le magasin des Loguet. OK? Miscou. Vous voyez, c'est à peu près toujours le même, si vous voulez, schéma lorsqu'on parle de ces canneries ou de ces factories-là. OK? Boc-à-Raquette. Alors, Boc-à-Raquette, maison à Wallace-McIntosh, à côté. Boc-à-Raquette, Chipagan, ont été des lieux
où les logiers ont venu tôt, OK? Parce qu'il y avait beaucoup de pêche, puis il y avait, comme on dirait, une pièce à faire. Et vous avez ce magasin-là, OK, des logiers, qui, le 13 décembre 1951, brûle. OK? Et ils vont le réaménager dans un hangar qu'ils avaient l'autre bord du chemin. OK? On continue. Alors, l'un des premiers gérants, OK, pas des premiers, mais en 1917, c'était Nick de Sainte-Croix. Alors, les Loguet étaient des cousins, comme je vous le dis, et comme je vous ai dit au départ, W.S. Loguet était marié avec une queue, et Nick de Sainte-Croix était également marié avec une queue. Il a certainement un bien de parenté. Guy Chiasson. C'est intéressant parce que les Loguet, ils avaient des gérants, évidemment, anglophones. Hein? Le magasin de Boc-à-Raquette, dans ces dernières années, malgré que c'était plus Loguet, mais on renaît toujours sous le nom de Loguet, hein? Avait des gérants, que ce soit Morrison de Tabchentech ou M. Marsh. Mais Guy Chiasson, natif de Lamec, le père à Paul Chiasson, M. Cole, que j'appelle, hein? Il était assistant gérant. Okay? Et il va aussi travailler par après à la John Leakey. Vous savez ce qu'est l'IGA, notre coopérative, mais il y avait un magasin d'agri de pêche à côté de la Western, qu'on appelait. Et Guy Chiasson, comme vous le savez, est mort très jeune, hein? À l'âge de 40 ans. Il était marié avec Estelle McIntosh. Hein? Estelle McIntosh, qui vit toujours d'ailleurs. Alors ici, c'est une photo très intéressante, OK, parce que devant les magasins, on se faisait poser, hein? C'est toujours une belle devanture ou quoi que ce soit. Alors ici, vous avez Rita Paulin, la femme à Xavier Parisé. Ah, OK. Ici, vous avez Anita Cormier, pas de Sainte-Anne, Anita Cormier de Boc-à-Raquette, la mère à Robert Ross. OK, vous avez connu. Et ici, vous avez Jean Soule. Jean Soule qui venait de Souleville, hein, dans le chemin de Montréal-Fils, là. Alors, on continue. Alors, vous voyez ce magasin. OK. Il va brûler, comme je vous le dis, il va être réménagé. Et en 1962, il brûle de nouveau. Alors, c'est des Loguet, c'est ça qui est triste, c'est qu'ils brûlent souvent. Alors, là, vous avez le quai des Loguet, hein, l'église de Boc-à-Raquette. Vous avez le quai des Loguet qui était très long. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà été au chalet de la plage à Boc-à-Raquette. Hein. Il n'y a pas d'eau. Il faut se rendre très loin pour prendre le chenal. Or, les Loguet avaient bâti un quai là qui va se désintégrer par les petits à partir des années 60. Les Loguet sont aussi dans les chars. Ils vendent des chars. Okay? Ils ont la franchise Plymouth, Fargo Truck et Chrysler. Ils sont, comme je vous le dis, très diversifiés, merci. Les Goëlettes. Je vous ai juste fait une liste, OK? Tu peux y aller plus vite, OK? Il y en a partout, mais surtout Caraquette, Chipagan, OK? Et c'est toutes des Goëlettes d'à peu près d'une dimension entre 35 et 45 pieds. Il y en a plusieurs autres, mais qui ont des gros bâtiments, mais qui vont louer la plupart du temps pour expédier leurs marchandises. Alors ça, c'est la maison des Loguet dans les années 50. Et aujourd'hui, la maison existe toujours et c'est un centre culturel. Donc, on est dedans aujourd'hui, un peu plus petit, mais vous voyez que c'est une assez belle maison, merci, et on peut y aller. Quand je vous disais tout à l'heure que les Loguet étaient autonomes, chaque compagnie, chaque location, chaque lieu où ils étaient présents avait sa propre papeterie. Cap-Bateau. OK? J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un aujourd'hui à Cap-Bateau qui a une papeterie qui s'appelle Cap-Bateau. Non, mais c'est presque incroyable, la manière, OK? Et, reculer, on recule. Et c'est le filiage Chiasson. Ça, c'est en 1920, en novembre 1920, OK? C'est un reçu pour 24 piastres, OK? On account. C'est-à-dire que
c'est-à-dire qu'il doit de l'argent. Puis là, la pêche est finie, il y a 24 piastres à donner. Dans les années 30, le village de Bas-Caraquette, 50% du monde du village de Bas-Caraquette est endetté au Lauguet. Ça, c'est Fidèle Thériault, puis c'est pas un menteur qui m'a dit ça. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que lorsqu'on fonde Alortville en 1936, en 1932, et Saint-Sauveur en 1936, les gens viennent de où? Puis de Chipargan puis de la Mecque. OK? C'est pas compliqué. Ils les avaient à la gorge, puis à un moment donné, le bien part, puis il n'y a plus de choix. Et Monseigneur alors, puis dans cette époque-là, jusque le clergé, hein, on était encore sous l'influence du curé Labelle qui avait existé 40 ans puis 50 ans plus tôt, il fallait coloniser. Et ça, là, c'est à peu près le mythe le plus... L'Église n'a jamais été folle de la pêche. On bénit les bateaux une fois par année, là, mais à part de ça. OK? C'est l'agriculture, c'est la colonie. Et ça, évidemment, ils avaient des bels exemples lorsqu'on avait ces compagnies-là qui, depuis 150 ans, nous roraient à tous les saints. En continu. En 1947, la compagnie est vendue à la pièce. Là, il y a des choses qui ferment, il y en a d'autres qui continuent. Et ça marche toujours sous le vocable W.S. Lauguet, mais il y a toutes sortes d'intérêts. Et les Lauguet comme tels de Chatham vont continuer, eux autres, dans les descendants, vont continuer dans qu'est-ce qu'on appelle le commerce en gros, un peu comme C.L. Como. Je ne sais pas si vous en souvenez, dans les années 70, on voyait des trucks, okay, des camions Lauguet qui distribuaient, évidemment, de la marchandise dans les dépanneurs. OK. Avez-vous de l'eau avant que je meure? Ah là, merci. Si j'essaye de tenir ça pour 1 heure, hein, parce que ça, il y a des gens qui sont assez âgés pour être à m'endormir. J'ai pas nommé personne, là. OK? Je vois Kevin Mann ici, OK? C'est ta mère qui est une Lauguet ou ta grand-mère est une Lauguet? Je ne veux pas le gêner. Mais c'est lui qui m'a dit ça, mais je le savais, mais j'étais poli, mais il me l'a dit, ça fait je vais le dire. Lors de l'émeute à Caraquette, hein, les miliciens qui viennent de Chatham, il y a 2 Lauguet. OK? George Lauguet puis Andrew. C'est pas ceux-là, là. C'est des descendants, ils font partie de la famille, c'est des cousins, c'est des neveux de W.S. Lauguet. Et un d'eux autres, okay, va se vanter pendant toute sa vie que c'est lui qui avait tué Louis Mailloux. Comprends? Faites attention. Il y a du Lauguet dans lui. OK? Alors, on parle maintenant de Andrew and Robert Lauguet. OK? Là, vous avez une compagnie, une énorme compagnie qui est, d'après moi, supérieure en chiffre d'affaires et évidemment en commerce, vous allez voir. OK? Vous avez le troisième, il n'est pas nommé dans la compagnie, mais il était aussi là, c'est Frank Lauguet. Ici, vous avez une photo de 1925, OK? Frank Lauguet avec sa Cadillac 1923, 8 cylindres en ligne. Alors, c'était des gens, évidemment, qui étaient riches. On continue. Alors, vous avez E&R Lauguet aura pour base d'opération Blackbrook. OK? Pas Chatham, Blackbrook, à côté, qui deviendra, comme je vous l'ai dit, Lauguetville en 1995. Alors, vous avez ces magasins-là. Le bois. Ils sont très, très présents dans l'industrie du bois, que ce soit la pulpe, bref, vous voyez ce moulin-là,
C'est un énorme moulin. Ils avaient une activité là incroyable. Et ils sont également au Maine, au Vermont, au Nouvelle-Écosse et au Québec. Okay. Suivante. Et c'est là que ça se casse. Cette compagnie-là, en 1874, Andrew Logie, un des frères, OK, invente la BoxNet. Avant ça, on pêchait à l'eau claire, c'est-à-dire pas sous la glace. On essayait sous la glace, je vais vous compter ça. Bon, on pêchait à partir du mois de novembre, on pêchait avec des filets meilleurs. Mais ça ne travaillait pas tout à fait. Après ça, on a eu une espèce de saine bourse. Et en 1874, Andrew Logie va inventer un peu, il va inventer ce qu'on appelle la BoxNet, aujourd'hui qu'on appelle une scène implant, okay, qu'on utilise encore de nos jours, avec évidemment, c'est comme cette boîte-là qui est ouverte là-bas, avec ici, on appelle ça des leaders pour guider. Et c'était un succès monstre. Et l'éperlant, OK, l'éperlant va être, pour les Logie, le chemin, si vous voulez, d'un départ fulgurant au niveau commercial. On continue. Écoutez ceci. En 1984, A&R Logie participe à l'exposition de Québec de 1884, une exposition où il y a aussi un volet alimentation. Et ils vont faire un malheur, OK? Les journaux de Québec disent qu'ils ont servi des millions, pas des millions, mais des milliers de sandwichs à l'éperlant. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. OK? Et vous avez ici une pyramide. OK? Ils avaient fait un fort avec des cannes avec des boîtes d'éperlant. OK? Et ça, évidemment, ça a été incroyable. La prochaine, s'il vous plaît. Et ils gagnent la médaille d'or. OK? En 1894, OK? Ils vont gagner la médaille d'or à cause de cet éperlant-là. Ils vont aussi être à Toronto, à Montréal, à Chicago. Ils font un malheur. En 1904, ils vont expédier 1 million de cannes d'éperlant. 1 million. On est dans les plans, là. C'est pas comme cet hiver, là. Il n'y a pas de glace, mais on mange de quoi? Ça y est, parlez-moi-en pas. Bon, OK. Alors, évidemment, ils en cannent de tout, eux autres aussi. Hein? Ils ont du macro, etc., etc. Et voici les endroits où ils ont, si vous voulez, on va appeler ça des canneries, OK, à Loncelan, au Québec, à Baie-Saint-Paul, à Columbia Falls, au Maine, à Gaspé, à Grande-Rivière, à Inkerman, OK? Très grande cannerie. Il y a une année, à Inkerman, on va mettre en boîte, en canne, 150 tonnes de coque. OK? Et écoutez-moi ceci. Les femmes que vous voyez là, OK? Là, ils sont en train de les mettre en boîte. Puis là, après ça, vous avez des gens qui vont la soudre. Ben, là, vous avez à partir de 1905, il y a des rimeuses, qu'on appelle. Ceux qui ouvraient la coque. Les femmes qui ouvraient la coque. OK? Étaient payées 1 cent la chopine. Une chopine, c'est un mi-gallon. Alors, pour te faire 1 pièce dans la journée, il fallait que tu en fasses 100. Et des femmes avec un petit ciseau qui enlevait, qu'est-ce qu'on dit, la pince, puis enlevait le noir, étaient payées 2 cents, eux autres. Et il faut comprendre que ça vient de Fort Road, ça marche 6 jours par semaine, de 7 heures le matin à 6 heures le soir. Alors, on continue. Ah non, recule s'il vous plaît. OK? Inkerman, au Vermont,
Au Vermont, c'est surtout, on fait surtout du bleuet, là. OK, aux Escoumins, à Longueuil-Ville, à Mille-Vaches au Québec, Pointe-Escuminac, Rivière-Noire, Saint-Alphonse, Saint-Simon, c'est Saint-Siméon, là, OK, Chipagan, Tracadie, Vanceboro, Maine. Alors, vous voyez que c'est vrai. Puis vous avez toujours le Grand Flandrin, là, OK? Il y a comme une tradition dans les pêches, dans les usines de pêche, même encore de nos jours, tu sais, l'homme qui se promène, là, tu sais, et qui watch, là, hein? Une espèce de tifouette, là. Non, mais ça, il faut comprendre ça, OK? Et, évidemment, vous voyez des boîtes qui étaient faites aussi par leur moulin et tout ça, lorsqu'ils envoyaient, OK, comme des coques, des boîtes, des cannes de conserve étaient mises dans ces boîtes-là. OK, ils avaient, ça s'appelait Seagull Inn. Chiffre pour l'année 1904, en plus des bleuets qui sont mis en boîte en 1904, la A&R Logie va expédier 2000 tonnes de saumon, 20 tonnes de maquereaux, toujours en canne, 150 tonnes de coques, juste la factory d'Inkerman, 30 tonnes de homards, 40 tonnes de poissons fumés, 1 million de boîtes de conserve d'éperlans, toujours sur la bannière Eagle Brand. Et on dit que l'année 1926, là, ça a été l'année de tous les records au niveau de l'éperlan. Alors, vous voyez, là, ici, là, c'est les boîtes. Lorsqu'on on envoyait, évidemment, des bleuets. Et une madame de Bocaquette, qui est assez âgée, qui me disait que l'été, là, ça ramassait des bleuets quand le temps. La Sainte-Anne, c'est le 26 juillet. Puis des fois, les bleuets commençaient, c'était bon. Il y a des étés, c'était bon. Puis ramasser des bleuets pour avoir une coupe de scène pour aller au pique-nique de la Sainte-Anne. Évidemment, le 26 juillet, les jours d'avant, il y avait pas mal de blancs. OK? Puis là, on mettait le bleu dessus, puis pas mal de blancs dessous. Mais il payait 2-3 cents à livre, ça fait. Alors, on continue. Et là, vous avez, lorsqu'ils allaient dans des grandes foires, ils avaient ces posters-là, Can Smell, Compliments of Logie. Ils donnaient une canne d'épelant pour te faire un sandwich. Je vais essayer ça, un sandwich à l'éperlan. On continue. Alors, la diversification n'est pas seulement dans le poisson et le bleuet. Okay, ils sont également propriétaires d'un hôtel à la limite du chemin de fer qu'ils ont fait construire à leur entrepôt de Longueuil, puis ils l'ont appelé Terminal Hotel. Okay, c'est tout de même incroyable. On continue. Vous en souvenez-vous de Carl Motors, qui était à Tracadie, à Chatham-Head, à Bathurst. Ils avaient des garages un peu partout. Alors, Carl Motors, c'est quoi? C'est Coulter, Andrew et Robert Logie. Parce qu'en 1945, A&R Logie se vend à Coulter. Et vous savez, le Château Albert, il y en a en Caraquette, dans les plus anciens, j'ai appelé ça le magasin à Coulter. C'était le magasin A&R Logie, okay, qui était au rez-de-chaussée de l'hôtel Albert, qui a brûlé en 1955. Un feu mémorable, d'ailleurs. On continue. Et là, on tombe vraiment dans du gros stuff, là. Contrairement aux Robins et autres compagnies jerseyaises qui payaient avec des coupons, c'est-à-dire des vouchers, OK? Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais en tout cas. En acadien, on appelle ça un voucher. La A&R Logie payait en espèces sonnantes et trébuchantes. Elle faisait sa propre argent. Ben oui. Regardez là. Inkerman, Nouveau-Brunswick. Inkerman, Nouveau-Brunswick. 50 cents, 1 pièce. Tu travailles pour les Loguets, tu es payé avec l'argent des Loguets, puis la seule place que tu peux acheter de quoi avec, c'est chez Loguet. Et le tour est joué. Hein? Puis ça, là, c'est... Un jour, il faudra écrire notre histoire dans de grands détails. Parce qu'ils étaient, évidemment, surtout dans la pêche, dans le bois et tout ça, mais dans la pêche, parce qu'on se dit grand pêcheur, c'est vrai,
Mais on n'a jamais appartenu notre industrie avant 1960, à l'exception de Jean Robichaud à Chipaga. Hein? Alors, ça a été les Robins, ça a été les Loguet, ça a été les Frowing, ça a été... Bref, quand Basile Roussel arrive dans les années 60, là, commence à... Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on n'a pas inventé un washer. Puis je n'exagère pas. On pêche avant les années 50. On pêchait avec la Yankee Trawl, on a pêché de la Seine-Danoise, de la Seine-Écossaise. Les draggers, c'était les Gloucester qui venaient du Massachusetts, le plat du Massachusetts. Et c'est la grande différence avec le monde agricole. Hein? Le monde agricole, hein? Les frères Cockshott vont inventer une charrue. C'était des forgerons qui vont devenir les tracteurs Cockshott et tout ça. Hein? La famille Massey, la famille Harris qui va devenir Massey Harris, qui va devenir Massey Ferguson, c'est toutes des familles. Hein? McCormick, Deering qui va devenir McCormick Deering. Bref, c'est assez intéressant de voir okay, que lorsque tu n'appartiens pas à ton industrie, tout ce que tu fais, tu es les bras de l'industrie. Ça, il faudra regarder ça de plus près. On continue. Alors, vous avez ici, ce n'est pas des petits édifices, là. Hein? Vous avez le magasin ici de A&R Loguet à Tracadie. OK? Vous avez évidemment une facture de 1930, A&R Loguet, dry goods, clothing, hat, caps, boots. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est ici. On est en 1930. Interest of 8% on account overdue. 8% en 1930. Non, tu ne pourrais pas t'en sortir. Hein? Puis là, vous voyez ici, hein, que là, lui, il a payé par cash. En 1930, 3 piastres et 20. Okay, 18 feuilles de papier, 2 pintes de peinture, okay, 2 livres de potier, du mastic, puis 2 carreaux 15 par 30, 15 pouces par 30 pouces. On continue. Un témoignage de 1937. Vous savez, Omer Robichaud a écrit un article en 1985 qui est publié dans la Revue d'histoire des colonies, hein, où il livre un témoignage. En 1937, Omer, c'est un jeune homme. Il est engagé par la W.S. Loguet à Inkerman. 25 piastres par mois. Pas par semaine, par mois. 6 jours par semaine. OK? 7 heures le matin, 6 heures le soir. Et il nous dit ceci. Un sac de farine de 100 livres se vendait en 37, 2 piastres. Un gallon de mélasse, 60 cents. Sucre, 5 cents la livre. Viande, porc et bœuf en bois, 10 cents la livre. OK? Pendant ce temps, dans la cannerie pour les coqs, les femmes sont payées 1 cent la chopine pour les écailleuses et 2 cents la chopine pour préparation de mise en boîte. Vous avez pas mal de portraits, là. On continue. Alors, en 1945, la compagnie est vendue à Ashley Coulter, c'est pour ça qu'on dit, hein, le magasin à Coulter qui est au Château Albert, qui continue à utiliser la même raison sociale dans beaucoup de cas, qui deviendra plus tard Eagle Fisheries, et Eagle Fisheries va devenir, si vous voulez, va faire partie de National Seafood. Alors, vous voyez leur magasin ici à Loguéville, c'était énorme. En plus de ça, le train rentrait dessous. OK, ouais. OK. Alors, vous avez le Château Albert, évidemment, qui a été vendu à Coulter. Et c'est quoi Coulter? Coulter, c'est Diamond Construction de Fredericton, qui a bâti, comme vous le savez, le pont Sainte-Margaret, qui a bâti la Transcanadienne. C'était comme les Foulem d'aujourd'hui. Hein? Non, mais sans farce. Oui, c'était une très grande compagnie. Et ça, c'est Ashley Coulter, qui a été, évidemment, assez présent dans les dernières années. Et qu'est-ce qui est triste dans la question de ces deux grandes compagnies-là, triste, puis on ne sait pas si c'est triste, c'est que finalement, il n'y a rien, il n'y a pas laissé grand-chose. Et vous avez une petite revue qui paraît dans la Miramichi, et
Il y a un article qui est paru le mois passé, c'est un de trois, parce qu'ils vont en publier deux autres. Ça s'appelle « What's left of the low gaze ». Il n'y a pas resté grand-chose, finalement. Ça compte tout désintégré. Alors, voilà. Ah, parfait. Excellent. Alors, je remercie Yvon Cormier, qui est notre grand photographe, Réal Boucher pour ses photos, Fidèle Thériault, Philippe Basse du Village acadien, la Société historique, Sylvain Lantaigne du musée, qui nous fait toujours une petite exposition, Kevin Mann, qui m'a donné beaucoup d'informations, dues évidemment à son lien de parenté avec les Lauguet, de par sa grand-mère, Donald Lacroix, parce que Donald Lacroix m'a expliqué ce qu'était un boxnet, mais en tout cas, ça a pris du temps, mais il l'a bien fait. C'est-à-dire qu'il a parlé longtemps. Aline Landry, et évidemment, Aline qui m'aide beaucoup à faire ces PowerPoints-là, et la ville de Carhaix.